Bonjour à vous, ici Mom. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour du roman Errant au bord de la falaise. On va faire le point sur la campagne Ulule, mais je vais aussi donner quelques éléments, quelques indications autour de la création du roman. En premier lieu, concernant la campagne Ulule, nous sommes actuellement à 96% des 1100 € que je souhaite atteindre. Et je vous suis vraiment reconnaissant de votre soutien, que ce soit par les participations à la campagne, ou bien les partages que vous faites régulièrement. Parce qu'il faut savoir qu'en tant que créateur, voir que sa production est ainsi appréciée et partagée, c'est vraiment très valorisant. Souvent, quand on se lance dans la production de quelque chose, c'est effectivement pour se faire plaisir, c'est-à-dire qu'on a une idée, on a l'élan créatif qui nous donne envie de faire quelque chose, mais il arrive un point où on consacre tellement de temps, tellement d'énergie, qu'on se pose la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Alors c'est vrai que tout ça, je suis pas le premier à le dire, mais on a souvent cette image d'Épinal de l'auteur, de l'artiste, qui est auto-nourri par sa propre créativité, qui se retrouve dans son atelier, dans son bureau, et qui juste apprécie l'instant de la création. On a vraiment cette image de la personne qui arrive à juste kiffer sa life, tu vois. Il produit, il crée, il se sent bien dans sa création. Bah ça justement, comme je viens de le dire, c'est une image d'Épinal, et la réalité est vraiment pleine de diversité de profils. Et je pense qu'il y a plus de créateurs en proie aux doutes et aux interrogations que des artistes qui vraiment kiffent leur life à 100%. Il y a toujours un moment où on se pose la question de la légitimité dans sa création. Et je pense que tout ça est d'autant plus sournois et vicieux lorsque la création n'est pas notre activité principale. Vous le savez, moi je suis professeur des écoles, enseignant, une activité où on se remet aussi beaucoup en question. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque je me mets dans la création, je me dis, mais attends, tout ce temps et cette énergie que je consacre à ce passe-temps, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas mieux que je passe du temps dans mon activité principale, que j'envisage ma classe, etc., etc. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est sournois et vicieux lorsqu'on n'est pas créateur à temps plein, c'est qu'il y a toujours un moment où on se dit, est-ce que ce temps que je consacre, c'est pas du temps perdu ? Et justement, la campagne Ulule me prouve bien que non. Lorsque je vois qu'en une dizaine de jours, on a atteint quasiment les 1000 €, bah non, c'est vraiment du temps qu'il a fallu que je consacre à ce projet. J'ai eu raison de croire à ce projet, puisque vous avez été présent, que ce soit lors de l'établissement du roman via Google Doc, qui m'a permis d'avoir des retours assez fréquents pour le concours, c'était Folio SF en 2020, si je dis pas de bêtises. Donc déjà ça a été une preuve de votre engagement et comme quoi j'ai bien fait d'investir du temps et d'énergie dans ce projet. Mais en plus, j'avais eu un retour d'éditeur qui était presque très positif. Et à un moment où ça s'est bloqué, c'est pas grave. Mais encore une fois, ce sont des petites preuves qui montrent que même si créer n'est pas mon activité principale, j'ai bien fait de passer du temps dessus. Parce que ce qui prime dans tout ça, ok, la réussite, c'est valorisant, c'est gratifiant, mais avant tout, ce qui compte, c'est que ça puisse toucher des personnes. Et en l'occurrence, lorsque je vois les illustrations faites par Dead, qui est un lecteur de Errant au bord de la falaise, lorsque j'ai vu que la lecture du roman l'a autant inspiré et redonné envie de prendre le crayon pour dessiner, mais ça c'est une des plus grandes récompenses, des meilleurs remerciements que je pouvais avoir. Donc je vous remercie profondément pour votre engagement et votre participation à la campagne Ulule. N'hésitez pas à partager justement le lien de la campagne, histoire que ce projet puisse vraiment être périn dans le temps. Et justement, lorsque l'on parle comme ça du roman, je pense qu'il serait intéressant de parler un petit peu de son contexte de création, comment je m'y suis pris, etc. Il faut savoir que moi, en termes de production, je fonctionne beaucoup à l'inspiration. Ça veut dire que je vais me nourrir de plusieurs œuvres, de plusieurs créations, et ça va me servir un petit peu de balise pour canaliser un petit peu les idées que je pourrais avoir et les imageries, les symboles que je pourrais utiliser ensuite. Cette manière de fonctionner, on peut l'avoir notamment dans ma chaîne YouTube ou dans mes vidéos, on peut voir tour à tour des inspirations de 80 miles à l'heure Speed Game, Usul, Karim Debache ou l'ermite moderne. En fait, ce que je fais, c'est que vraiment, je vais puiser dans ce qui me plaît et un peu les réagencer, les réutiliser à ma façon, avec ma sensibilité et les éléments qui me touchent énormément. Concrètement, cette méthode de travail est celle que j'ai employée pour les recueils de poésie, Le chant de la persévérance et L'existence si fragile, où j'ai allègrement puisé dans l'œuvre de Schuldiner, Death, Control Denied. Mais c'est justement ça, j'ai utilisé tout ce que Schuldiner m'a apporté dans sa musique pour transposer toutes ces émotions que j'ai pu avoir par un autre médium.
Évidemment, cette méthode de travail est celle que j'ai utilisée pour Errant au bord de la falaise, en reprenant justement tous les éléments que j'ai pu apprécier dans le Conan de Howard, le cycle d'Adrénaline de Gamel et les jeux From Software, Dark Souls, Demon's Souls et Kingsfield. En fait, voilà, j'ai vraiment récupéré les émotions qui m'ont vraiment parcouru lorsque j'ai exploré ces œuvres, mais aussi, notamment pour tout ce qui est Gamel et Howard, prendre aussi des petits éléments de présentation, de style, que j'ai pu ensuite réemployer dans ma manière de procéder, dans ma manière d'écrire. Il est vrai que concernant les œuvres que j'apprécie, moi je suis pas forcément en quête d'une originalité absolue, c'est-à-dire où vraiment on va avoir l'idée qui sort du lot. Moi j'aime plutôt l'idée de l'agencement. Moi j'ai aucun mal à lire des poèmes romantiques alors que c'est mièvre et ultra codifié, à partir du moment où il va y avoir un agencement différent. C'est pour ça notamment que je vais parler de Nerval et Supervielle comme poètes qui m'ont absolument marqué, parce que ce sont deux poètes qui s'inscrivent dans une logique post-romantique. Globalement, Nerval va utiliser du romantisme l'épanchement du moi, le fait que vraiment on va parler de son expérience, ses émotions, et il va utiliser ça notamment en le liant au rêve, et justement il va parler de l'épanchement du songe dans le réel, et tout ça fait que le romantisme de Nerval devient original parce qu'il ajoute une couche qui n'existait pas auparavant. Concernant Supervielle, il va justement utiliser le romantisme classique dont on a l'habitude et le tordre dans sa forme avec des poèmes moins codifiés et ajouter des éléments, des sensibilités qui n'existaient pas auparavant, notamment dans le poème La Sphère, où il va parler de la Terre et de la nature sous un angle plutôt galactique et spatial. Donc ça c'est vraiment une démarche qui, moi, me stimule et m'inspire, le fait de justement prendre appui sur des choses que l'on connaît et les mélanger, les mixer avec des références qu'on ne verrait pas ensemble. Et justement dans Errant au bord de la falaise, il y a quand même des moments un petit peu poétiques, on ne se refait pas, j'ai commencé avec de la poésie, donc forcément il y aura des moments poétiques, mais ça tombe bien puisque on est dans l'heroic fantasy, la dark fantasy, à touche la dimension un petit peu poétique. Mais dans Dark Souls et Demon's Souls, il y a des moments où on est la manette en main, et un petit peu ce décrochage qu'on a, où on est juste là à se dire « Ah ok », et on laisse juste les pensées filer et les émotions nous envahir. Tout ceci est donc pour expliquer la base, l'élément qui m'a permis de me lancer dans l'écriture du roman, sachant que en plus j'ai vraiment eu comme idée de départ une scène qui est environ à la fin du roman, concernant le personnage principal qui va un petit peu errer dans un centre-ville qui est pas si propre que l'on croit. Et à partir de cette image de base, je me suis dit ok, je vais prendre ce personnage principal et je vais le mettre dans une situation initiale un petit peu tendue, un petit peu désespérée, qui permettra in media res de mettre quelques éléments du lore, du paysage, de l'univers du roman. Et ce que j'ai fait avec ce premier chapitre, c'est justement cette idée que, en gros, le chapitre va résoudre un arc qui sera terminé, et en fait, chaque chapitre aura son propre arc à l'intérieur. Et ce qui fait que, autant pour le lecteur c'est intéressant parce que lorsqu'on a fini un chapitre, on a fini un épisode et on a envie de savoir la suite, ce format épisodique est quand même très efficace, mais même en tant que créateur, lorsqu'on écrit justement en arrêtant un moment où il peut y avoir une nouvelle continuité, c'est d'autant plus valorisant et satisfaisant de se dire ok, là je me suis arrêté à un point et la suite elle va s'écrire comme un nouvel épisode. Donc c'est vrai que des personnes comme Stephen King ont pu théoriser le plaisir du lecteur avec ce côté page turner, ça veut dire ce petit mot, cette petite expression, cette fin de chapitre qui va donner envie de tourner la page, mais je pense que cette théorie-là peut aussi bien s'adapter à l'écrivain, à l'auteur, où justement le fait de s'arrêter à un moment clé où on se dit ok ouais, là j'ai hâte d'écrire la suite, c'est d'autant plus, j'ai envie de dire, passionnant, puisqu'on se dit ouais, j'ai hâte vivement demain la nouvelle session d'écriture pour que je puisse continuer mon roman. Donc ça après c'est un élément qui n'était pas forcément conscient et qui s'est fait au fur et à mesure, c'est que globalement j'avais mon arc narratif pour l'ensemble du roman et que j'ai subdivisé en petits arcs narratifs. Finalement c'est comme une série, hein, on sait globalement où on va dans la globalité et on va voir comme ça des petites balises, des petites étapes qui vont nous conduire peu à peu à la résolution de l'arc général. Dans mon cas, je pense vraiment que travailler comme ça m'a permis de consolider la régularité au quotidien. Auparavant, j'avais souvent tendance à travailler à l'inspiration. C'est-à-dire que tant que j'étais pas inspiré, j'écrivais pas. Et ça, c'est à double tranchant. Parce que ça veut dire qu'au moment où t'es inspiré, ok, tu vas écrire à balle, tu vas faire une dizaine de pages, c'est bien. Mais si ça se trouve, pendant 10 mois, tu vas rien écrire, rien produire. Et ça, c'est très difficile parce que en 10 mois,
il y a énormément de modifications dans ton esprit, dans ta sensibilité, qui font que après, quand tu vas relire ta production précédente, tu risques de te dire « Ah ouais, ok, j'ai écrit ça, mais ça me correspond plus du tout », voire en 10 mois, tu peux avoir complètement changé de style et de manière d'approcher la narration, et ce qui fait que quand tu regardes dans le rétro, tu dis « Ouille, c'est pas si terrible que ça !» C'est notamment pour ça que la plupart des auteurs et des écrivains conseillent de travailler un petit peu jour après jour. Le fait de faire par exemple 500 mots tous les jours, ça prend environ une demi-heure, 1 heure, ça permet de justement conserver un style dans la régularité et dans le temps assez court. Le fait de faire 500 mots par jour, parfois t'en fais plus, parfois t'en fais un petit peu moins, ça permet de justement avoir ce rythme soutenu, un peu comme un marathon, et ce qui fait que notamment, Errant au bord de la falaise, qui fait une 430 pages, je l'ai écrit en 6 mois. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du concept de Stephen King, de page turner, qui s'applique aussi bien au lecteur qu'au créateur. Lorsqu'on a ce plaisir d'écrire, c'est beaucoup plus simple de se mettre au bureau et de se mettre à travailler sur le roman au quotidien, quand bien même être créateur n'est pas son activité principale. C'est vrai que très souvent, on rentre du boulot, on est éreinté, on n'en peut plus. Mais lorsqu'on a ce plaisir-là, prendre cette demi-heure pour écrire un petit peu, eh bien, ça permet de justement combattre la fatigue et continuer à travailler malgré tout. Et c'est sur ça que je vais conclure cette vidéo news errant au bord de la falaise, qui permet de faire le point sur la campagne Ulule et de vous donner des indications sur le contexte de création. J'espère que cette partie-là vous a plu et intéressé. N'hésitez pas à partager la campagne Ulule errant au bord de la falaise, ça me fait encore une fois énormément plaisir, votre implication et votre engagement, je vous remercie encore une fois pour ça. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et je vous laisse avec un petit extrait. Ciao ciao. Après le départ de l'intrus solitaire, l'âme de lune commence ses préparatifs. Une fois son pantalon changé, il n'a pas une seconde à perdre. Il réunit ses sacoches contenant son nécessaire à exploration et les ajuste à sa ceinture. Il passe un sac à bandoulière sur son épaule et le remplit de vivres qui restaient dans la caisse. Il saisit aussi un fourreau de taille standard, en cas de besoin. Assuré qu'il n'y a plus personne dans le repère, il part hors de la ville, dans les bois nappés de brouillard. Au sein du voile vaporeux, il prend soin de suivre les repères que son ami Tranche-Chair a laissés la veille. Une flèche plantée au sol sur le chemin, 6 pierres noires dirigées vers un pain brûlé, une taillade montrant la voie à suivre, toujours tout droit, les mains frôlant l'alignement de troncs carbonisés. Quelques mètres plus loin, il rejoint les broussailles blanchies par le frimas. Il croit deviner la silhouette de Tranche-Chair, accroupi, armé de son arc. Quand ses doigts viennent toucher son épaule, son camarade tombe en poussière glacée, et des corps sombres se lèvent autour de lui. Le cœur saisi d'affolement, l'âme de lune ne tente même pas de combattre ce qui, pour lui, n'a rien d'humain. Il rebrousse chemin, cherchant frénétiquement les moindres indices qui l'ont conduit jusqu'ici. Un moment, il trébuche sur une racine. Elle n'était pourtant pas là, à l'allée. Et dans sa chute, il se réceptionne pour se mettre sur le dos. Il découvre que la racine se redresse, mimant un serpent 2 fois plus grand que lui. Sans perdre un instant, le brigand se propulse vers le couloir des arbres morts, retrouve les pierres qui, horreur, sont pourvues de pattes et, accompagné d'une 50aine d'araignées similaires, lui barrent désormais la route. Il étouffe un cri. Il reprend sa fuite, presse sur ses pieds afin d'écraser un maximum de créatures. Il ne peut se retenir de hurler lorsqu'il ne sent aucune masse en les touchant. Au contraire, les formes semblent se disperser pour se reconstituer ailleurs. Il n'y a aucun combat possible. Précipitamment, il court en quête de n'importe quel secours. La sueur s'écoule abondamment dans son dos, se fige en une glaciation désagréable. Soudain, une morsure lui brûle l'omoplate. Il tombe au sol, se frotte convulsivement par terre. Dans sa crainte, il se retourne, passe ses mains partout, mais ne sent rien. La folie commence à s'emparer de lui, tandis qu'il voit les araignées et le serpent et les silhouettes des ombres approcher. Il ôte son pourpoint de cuir, déboutonne sa chemise et cherche ce qui a pu le mordre, et les araignées s'apprêtent à atteindre ses pieds. Non seulement il ne trouve rien, mais ses doigts ne rencontrent aucune trace de blessure. Avant que les arachnides ne puissent fondre sur ses chevilles, il récupère ses habits et se remet à courir. Loin, toujours plus loin, à tel point que les poumons, chargés de l'eau glacée en suspension, sont transis de froid. Le brouillard semble s'emparer de son âme et le condamner à finir en poussière de neige,
comme tranche-chair. Lorsque sa fin devient inéluctable, il découvre enfin, à sa droite, un soupçon de lumière. Ses jambes commencent à faiblir et toute sa chair se dérobe sous le gel envahissant. Dans ses yeux, la malédiction forme des cristaux et lui fait voir, dans un kaléidoscope nauséeux, le spectre de ses souvenirs enfouis. Les longs chemins arpentés, délaissant ta vie d'enfant. Les fleurs dans la chevelure rousse de cette année d'enfance que tu as tant aimée. Vos sourires pour vous rassurer mutuellement. La solitude, le chagrin et le désœuvrement. La bourse que tu as dérobée au mendiant endormi. Ce prêtre que tu as crucifié avant de le mettre au bûcher. Les acclamations de la foule face à la justice enfin rendue. Les crimes qui ont continué. N'aviez-vous donc pas fait le nécessaire? On vous faisait confiance. On pensait que vous protégeriez nos enfants en échange de nos ressources. Les tortures de marchands infructueuses. Toujours plus de bourses dérobées au fil de ton couteau. Cet enfant que tu as arraché à cette mère pour obtenir les informations que tu voulais. Carreau de fer qui s'est rué sur elle au moment du départ. Tu tranches sa gorge en criant « Non, on ne viole pas !» 18 scalps, chef de notre clan qui te défie. Ton clan s'agrandit. La folie des brigands, la puissance que tu cherches à contenir, la foule que tu souhaites retenir, la fuite avec seulement 5 de tes compagnons, écho de la fin de ton enfance. La fuite, toujours. Sais-tu au moins pourquoi tu fuis?